Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo bilan sur Witch, la série. Une série donc qui a été adaptée d'une BD assez célèbre et plutôt bien reconnue. Et qui, d'après les fans de la dite BD, ne représente pas très bien ce qui fait que cette BD marche. Et je peux très bien le comprendre. C'était pas une série très agréable à regarder globalement, même s'il y avait quelques moments de fulgurance, quelques passages qui valaient le coup. Mais globalement parlant, c'était passable. Des personnages pas mauvais en soi, mais traités très superficiellement. Les rares fois qu'on essaye de donner un début de profondeur à tel ou tel personnage, c'est très souvent expédié, ce qui fait que oui, nos personnages brillent quasi uniquement par leurs aspects superficiels et n'ont jamais l'occasion de vraiment briller avec des dilemmes, des motivations très fortes, que ce soit nos méchants qui sont basiques comme pas permis, que nos héroïnes qui ont des motivations d'ado lambda, sans grand intérêt, qui se résument souvent à «Ah, je veux un garçon, ah, mes parents veulent pas me lâcher, blablabla». C'est à très très peu de moments on a vraiment l'occasion de montrer du vrai dilemme de personnages. Et en fin de compte, c'est nos gentils qui font leur vie et qui doivent lutter contre la petite menace du moment, en se souciant assez peu de grand ordre des choses et du danger auquel elles font face, même si ça va évoluer un petit peu dans la saison 2. Et ouais, il n'y a pas de grande thématique forte à en sortir, pas de grands moments de personnages, c'est surtout de l'action, quelques petits passages, quelques petites idées qui apparaissent ci et là qui sont intéressantes, mais en dehors de ça, rien de transcendant en termes de développement de personnages et d'histoire, de narration. Et ce qui fait que cette série est en soi assez basique et dans sa façon d'être explorée, d'être exploitée, d'être mise en scène, c'est pas folichon souvent, hein. Il y a pas mal de choses à redire. D'ailleurs, je vais en parler tout de suite parce que, bon, on va pas tout à fait organiser ce bilan comme la dernière fois avec meilleure saga, meilleur méchant, etc. Parce que je peux pas trop me permettre de faire des listes aussi développées que celle de Once Upon a Time. Parce que bon, on a déjà que 2 arcs. Techniquement parlant, donc ouais, meilleur arc que pire arc, ben oui, je vais juste vous dire lequel je préfère parmi les deux et vous le savez quoi. Et pareil pour les méchants à proprement parler, puisqu'on en a 2 grands méchants principaux. 2 ennemis, dira-t-on. Mais bon, les 2 méchants principaux, hormis ces 2-là, on a affaire surtout à des hommes de main qui ont une personnalité pas développée, pas très recherchée, aux motivations inexistantes, à part et je veux suivre le grand méchant parce que je suis méchant avec lui. Donc rien d'extraordinaire et rien de marquant. Ce qui fait que ouais, je peux pas vraiment faire de liste à meilleur arc, meilleur méchant. Donc je vais un petit peu regrouper ça dans mon bilan rapide des saisons 1 et 2. Saison 1 médiocre sur beaucoup de points. Et quand même malgré tout un niveau un peu constant dans son côté passable. C'est-à-dire que ouais, je dis médiocre, j'exagère un petit peu, c'est passable, c'est un peu acceptable globalement, mais ça vole pas plus haut. Et ça vient en grande partie du fait que notre méchant a des motivations assez simplistes qui ne volent pas particulièrement très haut, il veut juste le pouvoir parce que c'est un méchant qui aime le pouvoir. Et voilà, c'est ça, Phobos, c'est ça le grand méchant de cette saison 1. Et ce qui fait que, à part ces moments un petit peu intelligents, un petit peu malins, où il fait de la manipulation auprès de sa sœur Elion, qui est le seul personnage un tant soit peu intéressant, mais à nouveau, étant donné qu'on n'aime pas développer les caractères, les traits de caractère vraiment prenants des personnages, le côté d'Elion qui se sent délaissé seul, est assez survolé malheureusement et n'est pas suffisamment développé. Et à cause de ça, oui, c'est le conflit qu'on crée avec ça n'a pas le poids, la saveur que ça aurait pu avoir, alors que l'idée est très bonne. L'idée de manipuler
une fille innocente pour lui faire croire qu'elle est du bon côté alors qu'elle est sans le savoir du mauvais côté. J'ai trouvé ça très bon. C'est juste que ça aurait pu être mieux fait. Et c'est un peu le truc, c'est ça qui m'a attiré dans cette série, il faut savoir ça. Hein. Si j'ai été un petit peu attiré, si je vous ai proposé ça en sondage, c'est parce que j'avais vu quelques scènes, quelques moments où Elion est du côté du mal sans le savoir. Et malheureusement, ça n'a pas été suffisamment poussé, suffisamment montré, suffisamment bien mis en scène pour que je trouve ça vraiment marquant. Donc en dehors de la bonne idée autour d'Elion, cette saison 1 n'a rien de particulièrement extraordinaire. C'est très passable et le méchant est basique, beaucoup de choses sont basiques, ça va pas très loin, il y a certains moments qui sont assez désagréables. La saison 2, c'est le même niveau mais dans un sens assez différent, parce que ça démarre beaucoup mieux, avec une méchante beaucoup plus intéressante, Nerissa, qui est tapie dans l'ombre, donc elle manipule les choses en étant un petit peu cachée, en cachant son identité, et c'était très bien foutu. Hein, les premières manipulations étaient sympathiques. Bon, très bien foutu, j'exagère un petit peu, hein, c'était bien foutu. Hein. Et il y avait pas mal de manipulations donc sympathiques, qui valait le coup d'œil, qui était très prenante à suivre, jusqu'à un certain retournement de situation que je vais éviter de dévoiler pour ceux qui n'auraient pas suivi, jusqu'à ce que, et c'est là que ça a vraiment déraillé pour moi, on se dise merde, cette nouvelle situation qui a duré un certain temps, on va la jeter aux oubliettes pour balancer une nouvelle situation, et sur le coup ok, parce que vous avez laissé à cette deuxième situation le temps de se reposer un peu, mais cette nouvelle situation, elle va changer en une nouvelle situation, puis après cette nouvelle situation deviendra une nouvelle situation, avec des tonnes de rebondissements, etc. Au bout d'un moment, ça perdait son poids et sa signification, et ça reposait surtout énormément sur du ta gueule, c'est magique. Il y en avait pas mal dans la saison 1, mais dans cette saison 2, ce qui a vraiment tué l'envie de suivre pour moi cette saison 2, c'est putain de ta gueule, c'est magique, abusé. J'en pouvais plus à la fin de vous voir balancer toutes ces règles magiques à la con, tous ces trucs magie sortie de nulle part pour justifier le développement de telle ou telle histoire au fur et à mesure des épisodes. Ça devenait gonflant. Voilà, et ça m'a complètement sorti de ce que vous vouliez faire, parce que la grande méchante de départ, Nerissa, hein, qui reste une grande méchante pendant très longtemps quand même, était très intéressante au début. Mais plus ça allait, plus c'est devenu une espèce de grosses méchantes lambda qui veulent le pouvoir parce que et au bout d'un moment on l'a fait passer un peu pour une cruche qui sait pas bien gérer ses pouvoirs, qui sait pas du tout comment gérer les combats qu'elle met en place, alors que c'était censé être quelqu'un de réfléchi qui prévoyait bien ses coups à l'avance. Elle se comporte de plus en plus en abruti vers la fin, et la complexité qu'on a voulu donner un peu à ce personnage a fini par s'évanouir et ne plus rien donner en fait. On a essayé de donner un peu de complexité, de la rendre un peu moins méchante lambda que Phobos, mais au fur et à mesure de ses implications vers la fin de la série, elle n'est pas devenue plus profonde que Phobos ou quoi que ce soit, c'est devenu un peu son équivalent version femme quoi. À peu de choses près. Même si elle avait des motivations de base pas inintéressantes, mais on se penche pas énormément dessus, à part pour un petit moment rapide à la fin. C'est sans doute la chose la mieux faite dans l'épisode final, ça. Et ouais, c'était dommage, parce qu'il y avait quelque chose qui promettait. Il y avait un côté méchant, préparé, etc., qui me plaisait beaucoup dans le personnage de Nerissa. Et c'est pour ça que je la préfère légèrement à Phobos par rapport à ça, même si je trouve qu'on l'a gâché, totalement gâché à la fin. Et ouais, globalement, je trouve que c'est à peu près la même qualité, mais si je devais choisir quelle saison est la meilleure entre la saison 1 et 2, je dirais la saison 2. Parce que la saison 2 est partie sur de bonnes bases. Elle a promis plus de choses, et pour ça, j'apprécie un peu plus cette saison 2. Mais pas beaucoup, non.
Et il faut avouer que la saison 2 est un petit peu moins fournie en épisodes filler inutiles chiants. Hein. Ça, il y en a pas mal dans la saison 1. D'ailleurs, je vous ai fait une petite liste. Voilà, les épisodes à éviter. Vous pouvez regarder la saison 1 en évitant ces épisodes-là. Et vous en porterez mieux. Je vous le dis tout de suite, vous en porterez mieux. Voilà la liste des épisodes à éviter. D'ailleurs, quand je dis ça, c'est pas tout le filler que ça représente, hein, parce qu'il y a des épisodes qui sont genre 90% filler et 10% ont fait un petit peu progresser les choses. Voilà, bon, il y en a aussi pas mal dans la saison 2, ça, mais c'est pour dire que, ouais, cette saison 1 se perd plus facilement dans des conflits de passage et par moins dans sa narration générale. C'est aussi un peu pour ça que je préfère la saison 2. Néanmoins, maintenant que ce bilan global a été mis en place, on va s'attaquer un petit peu au détail en voyant ce qui est le meilleur et ce qui est le pire pour moi, en commençant par les personnages de soutien. Alors c'est peut-être un peu de la triche puisque il a quand même été plus un héros qu'un personnage de soutien dans la première saison, ce personnage-là, mais je vais quand même le compter comme perso de soutien puisqu'il a un rôle beaucoup plus minime dans la saison 2. Je parle de Caleb. Ah oui, j'aime bien Caleb, sans doute le plus proactif et celui qui mérite le plus d'être un héros quand on compare ça à nos héroïnes principales qui se montraient un petit peu égoïstes guerres par moment. Lui, c'est quelqu'un de vraiment dévoué à sa cause, c'est le chef des rebelles. Il a 15 ou 17 ans, ça dépend des épisodes. Dans certains épisodes, on dit qu'il a 15 ans, dans d'autres, il a 17 ans. Ça dépend, voilà. Hein. On n'est pas sûr pour ça. Et donc, malgré son jeune âge, il est très courageux, très volontaire. Il n'hésite pas à se jeter dans la mêlée, malgré le fait qu'il n'ait pas de super pouvoir ou quoi que ce soit. C'est juste quelqu'un qui sait bien se battre. Et ouais, j'apprécie ce genre de dévouement. Et je trouve qu'à de nombreux moments, il était très sympathique à suivre. Et malheureusement, il va être un petit peu gâché par le pire personnage de soutien. À votre avis, de qui c'est que je parle? Blunk. Alors, s'il s'arrange vers la fin, je le reconnais. La grande majorité du temps, cette espèce de mascotte débile dégueu qu'on fourre pour plaire aux plus petits, quoi, aux gamins qui aiment ce genre de délire écervelé. Si... Même en tant qu'enfant, il m'aurait gavé, mais en tant qu'adulte, c'est... À nouveau, à la fin, il commence à s'assagir un petit peu et on fait un peu moins de blagues autour de lui. Et le gros problème autour de ça, c'est que il est plus ou moins lié à Caleb à partir de la fin de la saison 1. Ce qui fait que dans quasiment toute la saison 2, à chaque fois que Caleb est mis en avant, il faut que Blunk soit à côté. Parce qu'on ne peut rien faire avec Caleb sans que Blunk soit là. Et je trouve ça tellement dommage. Tellement dommage de gâcher un bon personnage comme Caleb en le forçant à être avec un personnage aussi mal pensé que ça, aussi facilement pondu et chié que Blunk, qui est juste une mascotte dégueu facile. Et ouais, ça rend son rôle dans l'histoire d'autant plus ennuyeux, d'autant plus frustrant à Blunk parce que ça cache un personnage qui n'avait pas besoin de ça pour briller, clairement pas. Pas besoin de cette dynamique de duo à la con, c'est clair. Enfin bon, ça c'est les personnages de soutien. J'imagine que vous voulez en savoir plus sur ce que je préfère dans nos héroïnes. Ah, nos gardiennes. Comme je l'ai dit, le gros problème avec ces personnages-là, c'est qu'elles sont traitées très superficiellement. Ce qui fait que la quasi-totalité des dilemmes, des conflits qu'on crée autour d'elles n'a pas vraiment de grand intérêt. Ou alors, je sais pas, peut-être dans des drames familiaux mieux pensés, mais c'est clairement pas écrit comme du bon drame familial bien pensé. Ce qui fait que cette espèce de besoin de trouver un mec, donc cette espèce de petite comédie romantique qu'on crée autour d'elle, cette espèce de petits conflits familiaux n'ont pas grand poids. Ils s'oublient assez vite. Et quand on prend ça en compte,
il n'y a aucun personnage dont l'histoire, dont le passif, dont le développement ne vaut grandement le détour. Et en gros, le seul critère que je vais retenir pour définir quelle est ma gardienne préférée et quelle est ma gardienne que j'aime le moins, c'est la personnalité. Tout simplement la personnalité qu'elle dégage. Et en ce niveau-là, ma préférée, c'est Aileen. Parce que c'est, je pense, la seule à se démarquer un peu des clichés bébêtes d'ado qu'on a. C'est la loufoque du groupe, celle qui a un petit peu la tête dans les nuages, celle qui a un peu la fibre artistique, celle qui pendant très longtemps a été définie autrement que par ses histoires amoureuses. Bon, malheureusement, elle finira par être définie par ça. Et on sent qu'elle a une attache particulière envers ses proches, et elle le montre à plusieurs moments. C'est pas mal du tout, je trouve, comme personnalité. Son côté loufoque arrive à me faire sourire à plusieurs moments. Et c'est mieux que la plupart des espèces de commentaires un peu mesquins qu'on a de la part de nos autres personnages. Ce qui fait que ouais, c'est celle à laquelle j'accroche le plus. Celle à laquelle j'accroche le moins, par contre, c'est Irma. Et c'est pas vraiment contre sa personnalité. Il n'y a aucune de nos héroïnes que je trouve mauvaise dans l'absolu. Je les apprécie tous un tout petit peu. Hein, quand on va pas trop chercher les moments où elles se montrent un peu trop garces ou un peu trop connes, qui sont plus du filler que vraiment quelque chose d'important dans leur développement. Mais c'est du filler qui prend pas mal de place quand même, hein, ces moments où elles sont connes et garces, hein, faut avouer. Donc j'arrive à les apprécier un tout petit peu en soi, mais celle qui est le moins bien lotie dans les histoires qu'on lui sert, c'est clairement Irma, une fille qui est définie par le fait qu'elle est tout le temps draguée par un connard de service, une espèce de blaireau de service, qui n'est pas drôle du tout, qui se montre assez souvent des défauts de garce autoritaire, de léger égoïste sur les bords, même si nos héroïnes tombent un peu dans ce travers elles aussi. C'est celle qui brille le moins souvent par ses bons côtés en fait. Ce qui fait que c'est la moins attachante à cause de ça, parce qu'elle se montre beaucoup plus souvent vache, garce. Et même Cornelia, qui est considérée comme la narcissique de service, la plus garce du lot, arrive à avoir beaucoup de moments où elle s'inquiète d'autres personnes qu'elle. Avec Irma, honnêtement, ça se voit pas souvent, hein. Et oui, c'est ça. Je suis sûr que si on avait pris la peine de développer certains traits intéressants de son personnage, de les mettre plus en avant, ça aurait pu la rendre plus sympathique, plus attachante. Seulement, on le fait très peu. Et on se centre surtout sur des traits très superficiels, comme je l'ai dit, et souvent mesquins chez elle. Ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à l'apprécier la plupart du temps. Même si, bon, elle apporte quelque chose dans la dynamique de notre groupe, mais la plupart du temps, j'ai du mal à l'apprécier, hein. Pour terminer, on passe aux épisodes, en commençant par ceux qui m'ont le plus plu. Mon numéro 3, j'ai grandement hésité entre deux épisodes, et j'hésite encore maintenant, je vous cache pas, parce que c'est deux épisodes de la saison 2 qui reposent sur, comment dire, un concept intéressant et de façon centrale il est bien fait, mais il y a cette espèce de sous-intrigue chiante à côté qui plombe le tout en fait. Et donc j'apprécie quand même le truc central qui est bien fait, mais la sous-intrigue chiante elle plombe un petit peu ça. Donc c'est, je vous donne les deux épisodes, M comme narcissique et E comme ennemi. Les épisodes 14 et 5 de la saison 2. Ouais, je l'ai mis ex aequo parce que je sais vraiment pas quoi dire de plus, hein, j'arrive pas à les départager. Et une comme narcissique a un très bon concept autour de Cornelia qui est un petit peu égocentrique, c'est un peu ce qui la caractérise, et qui se retrouve dans une situation où elle a les pleins pouvoirs, ce qui amène donc à son ego un petit peu à être mis au challenge, tout en fournissant un super combat très prenant. Et à côté de ça, on a une sous-intrigue de merde sur des voitures à laver par nos héroïnes, et qui plombe l'intrigue.
pareil, eux comme ennemis, on a tout un concept que j'aime beaucoup autour du fait que nos héroïnes sont un peu piégées dans leurs rêves. En quelque sorte, il y a notre grande méchante qui s'attaque à leurs rêves en leur faisant faire des cauchemars et elle doit un petit peu s'en sortir. Il y a quelque chose d'assez psychédélique à traiter là-dedans. Ça aurait pu être plus développé, je le pense sincèrement, mais ça reste quand même un peu intéressant à voir. Et à côté de ça, il y a une sous-intrigue assez naze sur Will qui doit s'infiltrer dans les locaux de là où travaille sa mère pour une connerie qui n'aboutira absolument rien. C'était pas la peine de s'emmerder avec ça, quoi. Et ouais, c'est pareil. Le concept de méchante qui s'attaque aux rêves de nos héroïnes, c'est très fort. C'est très sympathique sur plusieurs points. Cette petite sous-intrigue qui plombe le truc. Et ouais, j'arrive pas à les départager, je les considère troisième ex aequo. En numéro 2, l'épisode 17 de la saison 1, l'hémogryphe. Alors, c'était un concept, bon, assez classique sur le principe de change-forme qui peuvent prendre donc la forme de nos héroïnes. Et c'est, je pense, le meilleur moment de Phobos dans cette saison 1 où elle essaye de manipuler Elion en mettant en scène vraiment une situation où nos héroïnes seraient les méchantes. Donc c'est dans la mise en scène des passages en question où Elion se fait manipuler par ça. Ça aurait pu être un tout petit peu mieux amené, mais je trouve quand même que c'est très intelligent de sa part et ça amène pas mal de moments intéressants. Après, il y aura tout un combat entre nos héroïnes et ces méchants-là qui malheureusement sera pas traité suffisamment jusqu'au bout pour avoir suffisamment d'impact, je trouve, mais il y avait quand même beaucoup d'idées qui m'ont bien plu là-dedans, pas mal de concepts sympathiques. Et cette façon dont Phobos dessert les liens entre Elion et les gardiennes était assez ingénieuse. J'ai apprécié ça, c'est un épisode qui était quand même bien réussi. Et mon numéro 1 est l'épisode 23 de la saison 1, la bataille des plaines de Meridian. Quand Witch essaye de se la jouer Seigneur des Anneaux, je trouvais que c'était assez fort. Il y a pas mal de moments de combat qui étaient très sympathiques. Et on sent vraiment un l'étau se resserrer sur les rebelles, en fait, contre Phobos, où ce dernier arrive à les localiser, les met au pied du mur, et où ils se sentent obligés de passer à l'attaque tout de suite. Ça montre un grand combat de grande envergure qui est très plaisant, très palpitant à voir, avec pas mal de chorégraphies intéressantes. Et nos héroïnes qui participent là-dedans, qui sont pris dans deux feux, ça amène pas mal de choses très, très fortes, très prenantes, plein de suspense, qui m'ont beaucoup plu. C'est pas pour dire que c'est parfait, il y a toujours 2-3 moments de mise en scène qui sont discutables, mais globalement c'est un épisode vraiment bien foutu, qui m'a agrippé à mon siège et qui m'a tenu en haleine presque durant toute la durée. Et aucun autre épisode n'a réussi à faire ça. Vraiment. La première fois que je me suis senti vraiment investi dans une histoire, dans les enjeux qui sont mis en place, dans l'action, parce que l'action est quand même assez prenante. Et ouais, si vous aviez plus fait d'épisodes comme ça, je vous jure que j'aurais adoré la série. Malheureusement, ce sont des cas très rares. Parce que, ouais, j'ai beaucoup plus trouvé d'épisodes sur lesquels me plaindre. Et le pire, on y vient tout de suite. Mon pire épisode numéro 3, sans doute celui qui fera le plus jaser, c'est Elle comme loser, ou comme cet épisode aussi, qui repose sur Irma, parce que Irma a été super mal desservie dans cette saison 2, la raison pour laquelle je n'aime pas le personnage d'Irma, enfin j'aime le moins le personnage d'Irma par rapport aux autres, ça vient clairement de cette propension à faire des scénarios nazes autour d'elle, parce qu'il y a eu des tas dans cette saison 2, et ouais, Elle comme loser, c'est le pire scénario, hein, où on crée une espèce de conflit de merde entre son prétendant chieur, qui atteint un niveau creepy, mais vraiment flippant, genre ordonnance restrictive quoi, hein, à ce niveau-là, et où on est censé se sentir mal pour lui parce que Irma le rejette. Vraiment, sérieusement, merde. Et
Ouais, donc déjà, ça occupe une bonne moitié de l'épisode, ce truc, hein. C'est pas rien. Et c'était un gros morceau bien naze. Mais à côté de ça, ce qu'on a, c'était vraiment pas fameux parce que sur le concept, ça introduit la nouvelle menace. La nouvelle menace qui succède celle qu'on a eue lors des 10 premiers épisodes de cette saison. Et elle était pas mal, cette menace, une fois qu'on a pris le temps de se centrer sur eux. Ça allait correctement, hein. C'était pas non plus ultra poussé, mais ça allait correctement. Par contre, la façon dont ça a été introduit, c'était le commencement du ras-le-bol chez moi autour du ta gueule, c'est magique dans cette série, en fait. Parce que on montre Nerissa, la grande méchante, avoir des pouvoirs de mon cul qui sortent de nulle part. Et, et ça a été le déclic, le truc qui m'a fait faire. Ça commence à me saouler, ça. Et ça s'est pas arrangé par la suite. C'était l'enclencheur de tout ce qui finira par me gonfler et par me faire une overdose à la fin de cette saison 2. Cet abus de ta gueule, c'est magique, ça marche comme ça, merde. Et ça m'a posé un problème assez important. Surtout par rapport au fait qu'on introduit cette nouvelle menace. Mais cette nouvelle menace, nos héroïnes parviennent à s'en débarrasser un petit peu facilement au sein de ce même épisode, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont vite aussi dans cette série et ça aide pas à être grandement pris là-dedans, hein. Voilà, donc cette partie-là autour de la nouvelle menace, elle était pas super bien gérée, je trouve, mais ce qui a vraiment plombé cet épisode et fait que je l'aime pas, c'est clairement l'intrigue principale autour d'Irma qui était naze et sans intérêt. Et on passait beaucoup trop de temps dessus, clairement. En numéro 2, l'épisode 5 de la saison 1, faites votre PA. Alors, si vous voulez me donner une très forte mauvaise première impression de nos héroïnes, vous pouviez pas mieux faire. Alors, certes, on est l'épisode 5, ça commence à faire un peu de temps qu'on les connaît, mais c'est encore à un stade qui demande à être exploré, quoi. Au bout de l'épisode 5, on n'est pas censé très bien connaître nos personnages, et on est même au stade où il y en a certains sur lesquels on ne s'est pas du tout centré et qu'on ne connaît pas très bien. Tarani et Irma, par exemple, dans l'épisode 5 de la saison 1, je savais qu'elles étaient là, mais on n'insistait pas particulièrement sur elles. Et ce genre de scénario ne me donne pas particulièrement envie de m'intéresser à elles, car on va partir sur nos héroïnes qui partiront à la chasse aux sorcières, dans l'absolu, en n'étant pas contentes de voir un nouveau prof arriver et leur donner des contrôles difficiles. Will en particulier n'est pas contente du tout parce qu'il sort avec sa mère. Oh. Et elles se diront, tiens, ce type vient d'arriver en ville, on sait que nos méchants peuvent avoir le pouvoir de prendre la forme d'autres personnes, des formes différentes. Elles se disent, ça doit forcément être un de nos méchants. Et elles ont un procédé de réflexion, de logique pour arriver à ça, complètement foireux et biaisé, et qui les rend assez détestables. Mais ce qui les rend vraiment détestables, c'est surtout la façon dont elles réagiront, dont elles se comporteront envers lui. Quand elles apprendront qu'en fait ce n'est pas un méchant et que c'est un type normal. Hein, parce que déjà, avant ça, elles se comportent de façon complètement irréfléchie, mais une fois qu'elles apprennent que c'est un type normal, qu'elles ont tabassé, hein, elles l'ont tabassé, avec tout leur pouvoir, comme des grosses sauvages, sans essayer de vérifier rapidement si c'était vraiment un méchant ou pas, alors que oui, il avait ce pouvoir-là, non, hein, on le tabasse avant, on vérifie après, et après avoir fait ça, la première chose qu'elles ont dans le crâne, c'est il faut qu'on se débarrasse des preuves. Il faut qu'on fasse en sorte de ne pas se faire choper. Quitte à maltraiter ce pauvre type qui, on le sait maintenant, est innocent, mais on va avoir énormément de passages en supposés drôles où elles traiteront mal ce pauvre type qui n'aura rien fait de mal, vraiment, et où elles justifieront ça par « Oh, il avait qu'à pas nous donner une interro surprise !» Merde quoi, nos héroïnes, comment rendre nos héroïnes attachantes? Comme ça, oui, c'est bien. Et ouais, ça donne une très mauvaise impression de départ, ça. C'est vraiment dans les premiers épisodes. Cet épisode était vraiment désagréable. Et je vous cache pas que si j'avais essayé, j'ai bien essayé de faire l'effort
de suivre cette série, je me serais arrêté à l'épisode 5. Voilà, hein, s'il n'y avait pas de vidéo réac à faire, je me serais arrêté à l'épisode 5. Même si j'avais un peu poussé mes efforts, je ne serais pas allé plus loin. Parce que c'est une très très mauvaise impression de nos personnages qu'on donne là. Et c'est pas à faire. C'est pas à faire du tout. Là, le seul lot de consolation, c'est que on peut considérer ça vaguement comme un épisode filler. Même si techniquement, il y a 2-3 micro-trucs qui sont instaurés à la fin qui méritent qu'on s'y penche un chouïa, mais limite ça on peut s'en passer quoi. Hein. Ça n'empêche pas de comprendre grand chose, c'est pour ça que je le considère comme un filler quand même. Mais c'est un truc que je peux malheureusement pas dire sur l'épisode que je déteste le plus dans cette série, l'épisode 20 de la saison 1, l'assaut de Phobos. Alors le saut de Phobos, il a été introduit dans un épisode précédent, donc c'est cool de revenir là-dessus. Seulement c'est censé être un artefact qui a été perdu depuis longtemps, on le recherche activement depuis genre une vingtaine d'années ou un truc comme ça. Enfin bon je sais plus exactement, 14 ans, quelque chose comme ça. Et ouais, il est trouvé bêtement par Plunk qui passait dans les égouts comme ça. Personne n'a pensé à regarder dans les égouts du coin, juste à côté de là où se trouvait Elion, ou au moment où elle était amenée ailleurs que. Au moment où elle était amenée sur la Terre, non, personne n'a regardé là. Mais ouais, quoi, c'est super facile d'accès, c'est trouvé accidentellement par Plunk, quoi. C'est du foutage de gueule déjà, ce délire-là. Et ça amènera tout un tas de débilités autour du personnage parce qu'on en est au stade où Plunk a pas grandement gagné en maturité. Il gagnait un chouïa en maturité par la suite, mais on n'est pas encore à ce stade-là dans cet épisode. Donc il fait le con avec, ça amène énormément de moments gaguesques, chiants, inutiles. Et vous savez quoi, ça, il y a beaucoup d'épisodes de ce genre-là, c'est pas trop le problème. Le gros problème, c'est que nos héroïnes, lorsqu'elles doivent confronter ça, et où c'est pas non plus super intelligemment fait, elles sont prises dans une espèce de révélation complètement foireuse par rapport à Elion, qui, je le rappelle, est manipulée par Phobos, hein. Elle est manipulée par Phobos pour croire qu'elle est dans un royaume où elle est du côté des justes en étant du côté de la royauté, alors que c'est clairement pas le cas dans la réalité, dès lors qu'on réfléchit 3 secondes. Mais voilà, elle fait passer le message à nos héroïnes, et toutes nos héroïnes, y compris leur maître à penser Ganlin, la grand-mère de Eileen, se disent « Ok, si elle dit que ça va, j'imagine qu'on n'a plus rien à faire, notre rôle de gardienne est terminé. » Vous imaginez pas à quel point j'ai gueulé quand j'ai vu ça. C'est de l'insulte flagrante à l'intelligence de faire croire qu'on puisse, ne serait-ce qu'une seconde, gober ça. Ce sont les gardiens. Elles en sont à 20 épisodes, donc elles ont un peu de vécu maintenant, qui ont quand même expérimenté beaucoup de sales coups de Phobos, et se disent « Merde, Elion dit qu'elle va bien. Ok, on laisse tomber, on continue notre vie comme si de rien n'était. » Sachant qu'elles continuent leur vie comme si de rien n'était dans chaque épisode, quoi. Elles doivent intervenir que quand il se passe un truc. Ça, c'est un gros problème de cette saison 1 aussi, hein, elles essayent pas d'anticiper quoi que ce soit. Mais, ouais, elles partent du principe qu'il n'y a plus rien à faire. Et que Phobos, bon, on peut lui faire confiance si ça se trouve. Oh mon Dieu, c'était affligeant. Affligeant de débilité et insultant. C'est le genre de truc qui aide vraiment pas à vous faire vous accrocher au personnage, hein. C'est ça le gros problème. On crée des tonnes de situations où nos personnages se comportent soit en garce, soit en conne, parce qu'elles sont à nouveau très superficielles. Et quand on tombe sur ce genre de considération-là, quand on tombe sur le côté « Ah, si on n'a pas besoin de moi, ok, je m'en fous, je veux plus intervenir »,
C'est énervant. C'est énervant de se dire que c'est censé être des héroïnes braves, fortes et courageuses, alors que non, elles le sont pas, ce sont des connes à ce moment-là. À certains moments, ce sont des garces, à certains moments, ce sont des connes, et quand ce sont des héroïnes, on pense au moment où c'était des garces, des connes, et ça atténue le moment où elles sont des héroïnes, vous voyez. C'est dommage, c'est très dommage ça. Et ouais, le pire, c'est que c'est un épisode important, ça. Hein, ça joue un grand rôle dans le développement du scénario. Donc je peux même pas compter ça comme un épisode filler qu'on n'est pas obligé de voir. Si, on est obligé de voir cette merde pour la suite des choses. Et c'est pas génial, non. Ouais, et il y a d'autres épisodes qui m'ont déplu par rapport à ça, mais c'était surtout des épisodes soit qui étaient bourrés de ta gueule c'est magique, comme dans certains épisodes de Once Upon a Time qui m'avaient gavé par rapport à ça, soit qui reposaient sur le fait que nos héroïnes se comportaient trop en garce ou en crétine, mais pas au même stade que ces deux épisodes que je vous ai mentionnés il y a peu de temps. Donc, c'était pas au même niveau, mais il y en a quand même beaucoup d'épisodes comme ça qui sont assez énervants, où nos héroïnes sont très peu montrées à leur meilleur niveau. Et c'est ça qui est agaçant. Parce que si vous aviez vraiment pris la peine de penser à vos personnages, à bien les faire briller, même avec vos problèmes scénaristiques, vous savez quoi? J'aurais été plus pris dedans, parce que vous aviez au moins des personnages auxquels j'aurais eu envie de me rattacher. Mais la plupart du temps, j'ai pas envie de me rattacher à ces personnages. C'est ça le problème. Et globalement, c'est une série que j'aurais vite mis sur la touche. Hein. Je veux dire, je vais encore m'en rappeler pendant un petit moment parce que j'ai fait des réacs autour et donc ça fait un peu jongler la mémoire, ça, mais ouais, je penserai pas pas grandement à cette série comme marqueur de grand chose. Hein. Il y a quelques bonnes idées qui transparaissent que j'ai appréciées. La façon dont vous les développez, dont vous les exploitez n'a pas été très réfléchi, c'est évident, surtout vers la fin de la saison 2. Et même à la fin de la saison 1, les fins de chaque saison étaient très rushées, expédiées et n'avaient pas le poids qu'elles méritaient malheureusement. Il y a très peu de grandes qualités à lui dire. Il y a suffisamment de petites qualités, de petits moments ci et là pour rattraper les grosses conneries qui m'emmerdent un petit peu et dire que c'est pas mauvais, c'est passable, mais ça ira pas plus loin que ça. Et j'espère que la prochaine série que je traiterai en réac sera un peu plus brillante, un peu plus notable par ses qualités, je l'espère. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi. À très bientôt pour de futures vidéos. Au revoir.